C'est une diète qui vous place en cétose et qui vous permet de faire le changement de filière énergétique dont on parlait ensemble au tout début de l'interview. Une cétose, en fait, c'est un état vraiment très précis du métabolisme où la glycémie est basse et où le corps se met à dégrader des acides gras pour fabriquer un sous-produit qu'on appelle les cétones ou les corps cétoniques. Et ce sous-produit, il vient remplacer les glucides. C'est un peu un super carburant qui va pouvoir nourrir les muscles, les organes, le cerveau même, et sur lequel on vit en fait quand on est céto-adapté. AVS avec Philippe Robichon. C'est parti pour une nouvelle semaine santé. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler de la diète cétogène ce matin, même de la révolution cétogène, avec mes invités. Nora Tellis, bonjour. Bonjour. Vous êtes bienvenue. Vous êtes coach en alimentation cétogène. C'est Joanne qui est coach en alimentation cétogène. Ah voilà, je commence bien. Voilà. Alors Joanne, c'est Joanne Camarata. Oui, voilà. bonjour. Voilà. Et alors vous, Nora, Oui. vous êtes quoi ? Eh ben moi, je suis passionnée par le métabolisme depuis de nombreuses années. Et en fait, je me suis de nombreuses années intéressée à cette diète pour des problèmes de santé de mes proches. Et ce qui fait qu'à un moment, je me suis rapprochée de Joanne et que je lui ai dit, on ne trouve pas ce qu'il nous faut dans le commerce, il faudrait qu'on écrive un livre. Qui explique bien la méthode. C'est ça. Donc, toutes les deux, vous est autrices de Révolution cétogène, adaptez votre métabolisme, changez votre vie aux éditions Calliope. On montre le livre à la caméra puisque l'émission est filmée. Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est un sujet qui est vraiment passionnel et passionnant. Il y a les pour et les contre. C'est ça. Alors, on va expliquer tous les mots ce matin. Vous êtes ce que vous appelez céto-adapté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire céto-adapté, Nora ? Céto-adapté, ça veut dire que on a fait le passage, la transition, et que le métabolisme s'est habitué à fonctionner autrement que par les glucides. Et qu'il connaît le chemin, il le gère bien, et que le corps fonctionne bien comme ça, que c'est son métabolisme premier. C'est-à-dire que quand on parle de cétogène, ça veut dire qu'on a changé le carburant du corps, c'est ça ? C'est ça. Exactement. La filière énergétique a changé, c'est plus le sucre, c'est le gras et les cétones. C'est-à-dire que votre corps, votre métabolisme se nourrit du gras plutôt que le sucre. C'est ça. Alors qu'avant, il se nourrit d'abord de sucre et après de gras, c'est ça ? C'est ça. Il attendait le sucre. Il était en alerte quand il manquait de sucre. Vous dites céto-adapté ou réadapté d'ailleurs. Vous utilisez les deux mots. Pourquoi Réadapté parce qu'en fait, à la base, l'humain fonctionnait comme ça. Puisque bien évidemment, on n'avait pas tous les sucres qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas de pâtes, on n'avait pas de pain. Dans la nature, on ne trouve pas. Et les quelques glucides qui existent, qui sont les fruits d'été, certaines racines, on ne les mangeait pas tous les jours. Donc d'une manière générale, l'humain est devenu humain en étant cétogène. Alors rappelons à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, que l'alimentation cétogène, c'est ni un médicament, ni une thérapie. C'est une façon de s'alimenter. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de littérature qu'on trouve sur Internet, sur l'alimentation cétogène, et on trouve plein de vertus. Oui, mais en fait, je ne sais plus qui disait « on est ce qu'on mange ». Et c'est vrai, le corps, on est aussi ce qu'on respire, on développe des maladies si on respire des choses toxiques ou si on mange des choses toxiques. Donc forcément, ce qu'on va manger va avoir un impact positif ou négatif sur notre santé. Alors comment vous avez démarré chacune la diète cétogène ? Moi, je faisais déjà du coaching en diète paléo. Et il y avait une sorte de blocage. Enfin, ça apportait un certain nombre de bienfaits pour moi, pour mes coachés, etc. Mais au niveau de résoudre certains blocages métaboliques, c'était pas suffisant. Et puis du coup, en faisant des recherches comme ça, je m'y suis intéressée. Je me suis dit, ok, je teste pour moi, parce qu'à l'époque, ce qu'on trouvait, c'est assez récent qu'il y ait plein de choses. À l'époque, ce qu'on trouvait, c'était ça sous-entendait que c'était un peu dangereux, que c'était un peu extrême. Et même moi, ça me faisait peur au début. Et j'ai commencé comme ça, et puis après, vous êtes devenue une experte. En tout cas, je suis devenue passionnée. Ouais. Mais est-ce que vous aviez des pathologies au départ à régler ? Moi, j'avais des blocages parce que j'avais de la résistance à l'insuline, pas au point du diabète, mais au point du prédiabète au moins. Et j'avais beaucoup de porosité intestinale et du coup de l'inflammation. Donc ça faisait un contexte où j'avais des choses à résoudre, mais je savais pas comment le faire. Et les médecins qui m'entouraient n'avaient pas trop de solutions pour moi non plus. Nora, vous, comment est-ce que vous êtes arrivée à la diète cétogène ? Ouais, moi en fait, j'ai quelqu'un qui m'est très cher qui était malade et les solutions médicamenteuses qu'apportaient les spécialistes depuis des années
ne m'avait pas convaincu, je dirais. Et du coup, j'ai cherché d'autres méthodes. Alors, j'ai étudié beaucoup de choses et régulièrement, en fait, je retombais sur l'intestin et sur les rapports entre le cerveau et l'intestin. Et j'ai creusé le sujet. Et quand j'ai découvert cette diète, on va dire, au départ, j'y ai pas cru. J'ai mis 2 ans à intégrer que oui, c'était possible et que non, c'était pas dangereux. Donc moi, les gens qui de prime abord ont peur, je les comprends parfaitement et c'est ce que disait Joanne. Au départ, on se dit tous, ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous dit que bien évidemment qu'on dit non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, c'est pas tenable et c'est dangereux. On peur de l'excès de gras. Mais complètement, faut le dire, et ça a été mon cas. Et moi d'ailleurs, malgré que je l'ai étudié pendant 2 ans, avant donc de mettre cette personne en diète, je l'ai testé sur moi. Et avant de la commencer, j'ai fait faire une prise de sang pour voir où j'en étais. Je l'ai fait pendant 6 mois et tous les 6 mois, je refaisais des prises de sang pour voir l'évolution. Parce que malgré tous mes calculs qui me prouvaient qu'il n'y avait aucune raison, par exemple, que mon cholestérol ou mes triglycérides augmentent, il y avait une partie de moi qui disait on ne sait jamais. Peut-être tes calculs sont faux. Et c'est vraiment les prises de sang qui m'ont prouvé que non, en effet, le cholestérol a baissé. Ce qui était dingue avec les quantités de gras que je mangeais. D'accord. Et au niveau des maladies cardiovasculaires, qui est l'autre chose qui fait peur aux gens qui subitement se mettent à manger beaucoup de gras. Les triglycérides ont baissé. Donc le cholestérol et les triglycérides, c'était même mon médecin, il est resté pantois parce que oui, ça va à l'encontre de tout ce que l'on pense. Après, on sait, nous, la logique, on sait pourquoi. À partir du moment où mon gras, je le consomme, il reste plus dans le sang. Donc il n'y a pas lieu de ce qui bouche mes artères. Mais c'est vrai que de prime abord, Et après, la nuance qu'il faut apporter, c'est que pour que ça fonctionne et pour que ça soit vrai, c'est-à-dire que ces histoires de cholestérol, de triglycérides, d'inflammation, de ratio cholestérol, triglycérides, pour que tout ça fonctionne, il faut que la diète, elle reste anti-inflammatoire. Et que si on fait un cétogène avec des aliments inflammatoires, parce que ça se voit, on en voit partout, là par contre, on peut avoir des soucis. Et c'est là qu'il faut être fin, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle des aliments inflammatoires, par exemple ? Le plus cliché, ça va être tout ce qui est forcément glucidique quand on fait des recharges glucidiques, ou alors quand on mange des huiles qui sont très riches en oméga 6, ou alors quand on mange des aliments qui sont agressifs pour l'intestin et qui génèrent de l'inflammation, comme les produits laitiers, comme les oléagineux, les choses comme ça. Sachant qu'en plus chaque métabolisme est unique, c'est-à-dire que Joanne donne là l'exemple des produits laitiers, qui malheureusement est mon cas. Qui donne de l'inflammation à mon plus grand... On adore les produits, on adore le fromage. Voilà, à mon plus grand regret. Il n'empêche qu'il existe une faible population d'humains qui supportent très très bien le fromage. Et pour qui, du coup, ce système... Une grande majorité des gens... Non, contrairement à ce qu'on croit, c'est une petite majorité, en fait, qui crée vraiment pas d'inflammation du tout, qui ne réagissent pas. Ou alors les gens s'en rendent pas compte, en fait. On s'en rend pas compte, moi je le savais pas. Voilà, les gens mangent du fromage, mais ils ne se rendent pas compte que ça te crée une inflammation. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'était mon cas. Moi, quand j'ai commencé, que j'ai vu qu'il fallait pas manger de fromage, j'ai dit c'est pas un problème puisque moi ça ne me fait rien. Donc j'ai continué et c'est en voyant mes glycémies augmenter que j'ai compris que non, il y avait un problème. Mais quand on arrive à faire vraiment baisser la glycémie et avoir des taux, une glycémie stable et basse, c'est un marqueur de santé qui impacte plein d'autres systèmes hormonaux et quand on arrive à réguler ça, en fait, on a déjà une énorme partie de l'inflammation qui diminue. De quel point de vue vous vous placez ? Parce que vous n'êtes pas ni l'une ni l'autre, vous êtes docteur. Vous parlez de triglycérides, de cholestérol, donc dans quelle famille on vous met ? Pourquoi nous mettre dans une famille ? C'est très français ça. Non, mais on veut essayer de documenter notre expérience. Est-ce que vous vous considérez comme des patientes expertes, comme des... C'est très difficile de s'auto-qualifier, en fait. Il se trouve que les médecins font des études, acquièrent des savoirs et font valider leurs connaissances, leur niveau de connaissance par un doctorat. Nous, on a des connaissances, on l'a validé de rien. On a des connaissances. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la connaissance, elle est moins bien. Elle n'a juste pas été validée. Après, on a rencontré des médecins qui parfois disaient des grosses bêtises. D'ailleurs, souvent, on le voit en ce moment, les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'avoir les connaissances et ensuite d'avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout. Quand bien même on serait médecin, ce serait cette démarche quand même qu'on aurait, c'est de dire c'est pas parce qu'on a étudié le sujet que forcément on sait tout sur tout. C'est pour savoir de quel point de vue vous nous parlez aujourd'hui. Nous, on se parle on
On est des chercheuses du Ouais, cétogène. on est des chercheuses, c'est Ouais. ça. On est des chercheuses et des analyseuses et des testeuses. Bon, alors, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'une diète cétogène? C'est une diète qui vous place en cétose et qui vous permet de faire le changement de filière énergétique dont on parlait ensemble au tout début de l'interview. Qu'est-ce que c'est qu'une cétose? Une cétose, en fait, c'est un état vraiment très précis du métabolisme où la glycémie est basse et où le corps se met à dégrader des acides gras pour fabriquer un sous-produit qu'on appelle les cétones ou les corps cétoniques. Et ce sous-produit, il vient remplacer les glucides. C'est un peu un super carburant qui va pouvoir nourrir les muscles, les organes, le cerveau même. Et sur lequel on vit, en fait, quand on est céto-adapté. D'accord. Donc, si on nourrit le corps de glucides, qu'est-ce qu'il en fait des glucides? Soit il les utilise parce qu'il a besoin de courir, parce qu'il a besoin de marcher, de réfléchir, soit ce qu'il n'a pas utilisé, il va le stocker sous forme de glycogène. Et si encore on n'utilise pas la réserve de glycogène, le surplus va être stocké sous forme de triglycérides. D'accord. Et si on lui donne à manger du gras, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une transition où au départ, il va demander du sucre, donc on va pas être bien et c'est pour ça qu'on peut parfois au début d'une transition traverser ce qu'on appelle le kétoflou, une grippe avec des symptômes qui peuvent aller jusqu'à la fièvre, parce que le corps qui est dépendant du sucre est en manque. C'est ce que les gens peuvent vivre parfois pendant le mois du Ramadan. Je pense, c'est ce qu'on disait. On C'est disait qu'ils ça. vivaient des mini-ramadans toute la journée. Ça ressemble à ça, hein, C'est au ça. niveau des symptômes, c'est des courbatures, c'est des migraines, c'est des... C'est ça. Et Bon. moi, pour tout vous dire, pour avoir testé le Ramadan pas en cétose et en cétose, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est quoi la différence? Moi, je peux témoigner. Elle est beaucoup moins désagréable. Non, je rigole. Oui, bah il y a ça, il y a de l'énergie. C'est-à-dire que je mange même qu'un repas par jour pendant la période du Ramadan. C'est-à-dire que le matin, je me levais pas à 5 heures, je cassais pas mon sommeil, et je tiens toute la journée. Et le soir, je vois bien avec la famille avec qui je partage, je vois bien qu'il y a, surtout à la fin du Ramadan et la fin de journée, je vois bien que... Eux, ils mangent pas comme vous, ils n'ont pas la même Mais alimentation. oui, puis je vois bien quand l'heure approche, on est 21h, je ne sais quoi, ils n'en peuvent plus, ils sont très énervés, ils sont fatigués, ils sont là où moi, je vais bien. On a écrit des chapitres entiers de ce livre pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, et ça allait très bien. Donc ça veut dire que le cerveau fonctionnait. Alors, Et les muscles, hein, je pouvais faire du sport. le cerveau se nourrit de sucre. Ouais, et de cétose, et de cétone, En pardon. fait, 80% des besoins du cerveau peuvent être couverts par les cétones. Les 20% qui restent, ils vont venir d'un sucre, justement des réserves de glycogène, parce que C'est ça. le corps le métabolisme est bien fait. Et quand il dégrade du gras, il arrive aussi à nous fabriquer, pendant cette opération, une petite partie de sucre qui sert à ça. Qui va servir à ça. Oui, parce qu'il y a cette idée que le cerveau ne peut pas fonctionner sans sucre. Bah, c'est ça qui bloque aussi au Pas à départ. 100%, ouais. Ouais. C'est ce qui Pas à bloque. 100%. Mais il peut, Ces petits 20% peuvent venir, ouais. Mais il peut donc compenser. Alors, je sais pas si on dit compenser dans votre cas. C'est pas compensé, c'est en fait, il faut bien remettre. Il peut fonctionner avec les cétones. Oui, c'est ça que je veux dire. au départ de l'humanité, il fonctionnait comme ça, quoi. Donc bien évidemment qu'il est programmé pour fonctionner comme ça. Il se trouve que c'est plutôt l'inverse. C'est que si on lui donne du sucre, il peut fonctionner à 100% de sucre. Mais à la base, il n'était pas conçu comme ça, l'organisme. Et donc, c'est tout bien pensé parce qu'une triglycéride, c'est quoi? C'est 3 acides gras et un bandeau de glycérol. Quand on va brûler une triglycéride, quand on la métabolise, qu'on l'oxyde, les acides gras ils vont dans le sang pour faire des cétones de l'énergie. Et le bandeau de glycérol, il va se transformer en sucre. Et c'est celui-là qui va venir faire ses besoins pour le cerveau là qui reste. Donc en fait, on pourrait totalement fonctionner, on en est la preuve, juste avec du gras sans consommer de glucides. Et notre machine est prévue pour ça parce que dans notre histoire, il y a eu des périodes où... Sachant qu'on dit sans consommer de glucides, on en consomme forcément un petit peu via des légumes, via... On verra la répartition Voilà. tout à l'heure, justement de savoir à quoi on a droit comme glucides On a droit. dans la diète cétogène, pas beaucoup quand même. Et vous êtes venu avec, Joanne, avec une boisson salée, pourquoi? Vous n'avez pas suffisamment de problèmes dans votre vie? Je me suis dit, je vais me rajouter un truc pour être un peu triste. Non, c'est parce que au cours quand on est en cétose, justement, comme on va consommer moins de glucides, on va produire beaucoup moins d'insuline. Et du coup, l'absence d'insuline, ça signale au rein de lâcher l'eau et on va perdre des minéraux dans l'opération. Du coup, on se supplémente un petit peu en sel pour ne pas faire de chute de tension, pour ne pas avoir de maux de tête, pour ne pas avoir
de symptômes désagréables, quoi. D'accord. Quand vous dites on supplémente en sel, c'est-à-dire que vous salez avec votre salière? Alors, prendre du sel d'Himalaya ou du sel de mer, des sels C'est quand plus on chic commence quand avec... même. Non, mais parce qu'ils sont plus riches en minéraux. Mais c'est vrai, mais si vous prenez un sel baleine tout blanchi à la javel et que vous en prenez 15 grammes par jour, on n'est pas bien. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, qu'il faut mettre l'organisme en cétose. C'est grave la cétose ou c'est pas grave? C'est grave, docteur? C'est vrai qu'on trouvait que ça sonnait comme Ouais, une maladie. C'est vrai que ça sonne comme une maladie. Acidose. Le mot est... Ouais, c'est... Alors, les gens confondent souvent parce que là, Mais vous complètement. dites... Oui. Complètement. Et en l'occurrence, être en cétose, c'est un mode de fonctionnement. Ce que vous expliquez, c'est un état métabolique, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et ça donne une indication sur la façon dont fonctionne l'organisme. On peut être malade en étant en cétose, ou on peut être en bonne santé, comme on peut l'être en mangeant des glucides. Ou voilà, ça n'indique pas un état de santé. Ça indique un fonctionnement métabolique. D'accord. Donc là, toutes les deux aujourd'hui, vous êtes en cétose. Oui. Oui. Et comment est-ce que vous savez que vous êtes en cétose? Est-ce que vous pouvez le mesurer? Oui, on le mesure. On peut le mesurer. On a une fourchette. On sait que pour pouvoir dégrader des acides gras, fabriquer des cétones, il faut que la glycémie soit relativement basse. Donc on estime entre 60 et 80 mg par décilitre. Et on estime aussi que quand on est dans une cétose qui est suffisante à fournir à l'organisme de l'énergie, on peut mesurer ces cétones dans le sang. Et elles sont entre 1,7 et 3,2 millimoles par litre. D'accord. Vous avez un appareil qui mesure? Oui. Il fait les deux ou il fait Il glycémie? fait les deux. Ouais. Vous en avez un montré là? Ah, Ça coûte cher cet appareil? petite centaine d'euros. Ah, quand même. Ça dure. Mais vous le faites à quelle fréquence, par exemple? En fait, il y a vraiment deux phases à séparer. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on dit là maintenant qui sont valables pour l'adaptation. Après, une fois que tu es adapté, bien évidemment que ta vie, c'est pas la même que pendant l'adaptation. Donc la première phase, c'est l'adaptation, c'est-à-dire qu'on passe d'un mode où on a des glucides qui dominent à un mode où on va introduire la graisse. Voilà, c'est ça. Et où on veut que, une fois qu'on a introduit la graisse, que le corps fonctionne bien et qu'il ait bien compris, quoi, que tout fonctionne très très bien, que tout se remette à niveau, que voilà. Donc la première phase, c'est mettre l'organisme et le métabolisme en cétose, c'est ça? C'est ça. Et donc là, forcément, on va checker ces indicateurs beaucoup plus souvent. Parce qu'ils y vont pas tout seuls. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et oui, c'est ça. Et puis en C'est-à-dire qu'on bascule pas du jour au lendemain si on change d'alimentation dans un mode cétose ou pas. On bascule en cétose, mais après, c'est pas pour autant que le corps, il le gère bien et qu'il s'adapte. On va reprendre l'exemple du ramadan. Il se peut qu'en effet, on ait les symptômes, quand les journées sont longues, à la fin de la journée, on est peut-être même passé en cétose. Pour autant, le corps n'est pas adapté. Et il réclame beaucoup de glucides. Et on le voit, c'est un moment où... Ça prend 3-4 jours à peu près dans le ramadan, ou peut-être un peu plus même. Oui, et même là, on sent bien qu'on n'est pas adapté. Et pour cause, puisque tous les soirs, on se recharge en glucides. Mais passer en cétose n'est pas compliqué. Là où c'est compliqué, c'est d'aller bien en cétose. C'est d'être en forme, c'est de profiter des bénéfices, c'est d'avoir les idées claires, c'est d'avoir l'énergie qu'il faut. Là, ça, c'est plus compliqué. Quand on est adapté, là, vous nous posez la question à nous. Ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas pris notre glycémie et notre cétonémie. On les prend quand on fait des expériences, quoi. Oui, on fait des expériences où un jour on a un doute pour une raison X ou Y, ou par curiosité ou par acquis de conscience, mais dans les faits on n'en a pas besoin, on le ressent, si on va bien ou si on va pas bien. Qu'est-ce que vous faites comme genre d'expérience que vous voulez mesurer? Joanne? On essaye de comprendre comment marche le métabolisme dans certains cas de figure. Comment marche mon métabolisme si je fais du jeûne intermittent? Qu'est-ce qui se passe si je fais un jeûne de 5 jours? Qu'est-ce qui se passe si je fais un jeûne de 5 jours sec? Et comment réagit le métabolisme? Et en fait, la glycémie et la cétonémie vont nous donner, alors pas toutes les réponses, mais beaucoup de réponses sur ce qui se passe. Et on essaye de le faire sur nous et on essaye de constituer un groupe de testeurs qui pourraient nous donner les datas qu'on n'a pas dans les études aujourd'hui. Mmh. Alors, comment est-ce que l'organisme passe en mode cétose? Est-ce qu'il y a des étapes, des phases? Combien de jours il lui faut? On sait ça? Ça dépend de... Il y a quand même pas mal de personnes qui ont de la résistance à l'insuline au début et donc pour eux, ça va prendre du temps. Un peu plus de temps que la glycémie descende. Et en fait, on a vraiment des phases. On a la première phase où la glycémie est instable, un peu déréglée et qu'elle, petit à petit, elle se stabilise et qu'elle descend. Et puis, on a une phase où, ça y est, la glycémie est bien, mais la cétonémie, elle est bizarre. Des fois, elle est trop basse, des fois, elle est trop élevée. Et ça dépend vraiment du contexte d'un tel, un tel et un tel. Et au bout d'un moment, elle se régule aussi. Et je dirais que ça prend
3 bons temps Oui, qui sont très variables en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des problèmes métaboliques qu'on peut avoir, en fonction aussi de son exercice physique avant, d'une manière générale, et pendant l'adaptation. C'est malheureusement, on adorerait avoir un truc très carré, et on sait qu'au 28e jour, il se passe ça, et ce serait formidable. Malheureusement, chaque organisme est différent et ça fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, est-ce qu'il y a des métabolismes qui ne passent jamais en cétose? Je l'ai jamais vu. Ouais, on l'a jamais vu. Donc tout le monde finit par y aller. Là, ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels il n'y a aucune étude qui a été financée, ou en tout cas pas financée jusqu'au bout. Et c'est des choses qu'on aimerait creuser, justement. Moi, je sais que, par exemple, des gens dans mon entourage qui sont passés à la diète cétogène, j'en entends beaucoup dire, oui, j'arrive pas à passer en cétose. Oui, ça par contre, oui. Mais ça, c'est parce il y a des petits trucs à débloquer dans la diète. Oui, qui est du mal, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a fait le livre. C'est pour ça que Joanne fait du coaching. Pourtant, ils ont l'impression de tout bien faire, mais de bien tout respecter. Et ils disent, je suis pas en cétose. Alors, le drame. Je suis pas en cétose. C'est comme un Graal. C'est le drame international, je ne suis pas en cétose. C'est frustrant. Bah oui, c'est frustrant. Maintenant que j'ai lu votre livre, j'ai compris pourquoi c'était un drame. Surtout qu'on fait quand même certains... Au début, c'est vécu comme une restriction, c'est vécu comme une privation. Oui. Alors du coup, quand on fait ces restrictions et qu'on n'est pas en cétose, c'est très énervant. Mais il y a des choses à travailler sur le plan alimentaire, il y a des choses à travailler sur le sommeil, il y a des choses à calibrer. Et souvent, c'est pas grand-chose. C'est pas tant que ça. Il y a des ajustements à faire, ça brille. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez la néoglucogénèse? Et en quoi est-ce que ça peut être un frein à l'adaptation? En fait, c'est un phénomène qui est magique, qui est fantastique, qui est merveilleux. Oui. Qui permet même la cétose. Qui permet la cétose. Donc, il n'est pas que négatif. Par contre, en effet, il est relié directement à la capacité au métabolisme de s'adapter continuellement. Donc, si je mange des protéines, j'en mange beaucoup, parce que là, c'est jour de viande et que l'humain peut être programmé pour qu'il n'y ait pas tout le temps de la viande. J'en mange trop. Il se trouve que le corps ne stocke pas de protéines. Il n'a pas un endroit de stock. Donc, il est formidable. J'ai trop de protéines, je vais les transformer en sucre, ça va me faire de l'énergie. Le sucre, je ne le consomme pas, je vais le transformer en gras, ça va me faire de la réserve. Donc c'est vraiment lié à l'instinct de survie, à la capacité de survie de l'humain. Après, oui, c'est ce qui fait que nous, dans notre société aujourd'hui, où il n'y a pas ce souci de mourir de faim, ça nous fait grossir. Donc c'est vrai qu'on l'a associé à quelque chose de négatif, où ça nous fait sortir de la cétose pour ceux qui veulent être en cétose. Donc on l'a associé à quelque chose de négatif. Mais à la base, c'est quelque chose de quand même magique. Bien, alors sur une journée de repas, quelle est la répartition entre les protéines, les lipides et les glucides dans une diète cétogène? Donc on a droit à combien de glucides? On va dire que... En pourcentage ou alors vous comptez comment Nous, on compte, surtout pour la phase d'adaptation, les personnes qui se lancent. En gros, s'ils veulent passer en cétose, il faut qu'ils soient en dessous de 20 grammes de glucides par jour, ce qui équivaut à 5 par repas. C'est vraiment... 20 grammes ou 50 grammes 20 grammes. 20 grammes. 50 grammes, c'est très rare de passer en cétose avec des dosages comme ça. C'est les sportifs de haut niveau. Parce que moi j'ai vu que pour les sportifs, ils avaient droit à un peu plus quand même. Et encore, les sportifs, ils mesurent pas beaucoup leur taux. Enfin, pas tous. Donc ils sont peut-être pas tous en cétose. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je suis fourbe. Bon, donc on a droit à 20 grammes de glucides jour. Yes. Ensuite, en termes de protéines. Ça va dépendre de ton poids. Ça va dépendre de ton poids, de ta taille, de ton activité physique. Donc c'est 1 gramme par kilo humain. En gros, c'est entre ça. 0,7 et 1 gramme. C'est ça. C'est ça. Après, tout ce qu'on donne là, une fois encore, tu as toujours l'exception qui confirme la règle. Nous, on en connaît des personnes, ils mangent 50 grammes, parfois plus de glucides, et ils sont en cétose. Et à chaque fois, on va te ressortir ce truc, mais je connais un tel qui... Oui, mais un tel, il nous énerve en fait. Un tel, il y arrive. Nous, Joanne et moi, on est les témoins de ce qui se passe dans la majorité des cas. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc vous êtes à 20 grammes de glucides. Ouais. Et après, en lipides, alors parce que quand même, la base de la diète, c'est les lipides. C'est les lipides. C'est donc ce qu'on appelle le gras. C'est ça. Donc, c'est-à-dire... Là, on y va à gogo. Ouais. Là, honnêtement, nous, on s'est fixé 200... Pour la phase d'adaptation. Pour la phase d'adaptation. Sachant que, en gros, les lipides, c'est tout ce que tu peux. C'est ton carburant, donc il n'y a pas de raison de le restreindre. Oui. Après, une fois que tu es adapté, d'une manière générale, c'est tout ce que tu peux, d'autant plus que, contrairement au sucre, qui va rappeler du sucre, le gras, ça va te faire saturer. Donc,
à un moment, t'as plus faim. Mais oui. T'en veux plus. Mais 200 grammes de gras, ça fait quoi? Moi, j'ai aucune idée de ce Ça que. fait- Parce que si j'ai compris, c'est du gras en plus d'ailleurs. Ouais. Mais prends une tablette de beurre, une standard. C'est un petit peu moins, quoi. C'est 250, donc ça veut dire que c'est un petit peu moins de ça, quoi. C'est-à-dire que si 4/5. si je voulais mes 200 grammes de gras jour, je pourrais manger une tablette de beurre. Ben, Ouais, un petit peu moins d'une tablette de beurre. on faisait ça, nous. Et là, mon cholestérol, Il baisse. En la- fait, c'est la fête. ton cholestérol Il baisse. peut augmenter, mais souvent on regarde le cholestérol global, puis en fait il faut regarder le détail du cholestérol et surtout le ratio du cholestérol aux triglycérides. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision un petit peu plus... Parce que de toute façon, en phase d'adaptation, tous tes indicateurs, ils partent dans tous les sens. Ton cholestérol, il augmente, tout bouge. Parce que c'est normal, le corps, il sait plus... Donc cette phase d'adaptation, encore une fois, ça dure combien de temps? 8-12 semaines. Ouais. Donc 3 mois. On donne là une indication parce qu'on nous la demande. Dans les faits, elle est vraiment variable. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de 3 mois, c'est rare. Et c'est vraiment les gens qui ont un métabolisme excellent. Très flexible. Des Ferrari, quoi. Ouais, mais il y en a malheureusement. Vous dites que la clé de la réussite aussi, c'est de trouver la bonne quantité de protéines chacun pour le métabolisme, c'est-à-dire... Parce qu'on parlait de ce fameux gramme là par kilo. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, nous, on peut pas dire ce que toi... on est personne pour dire ce que ton corps il a besoin comme protéines, ce qu'il est capable de récupérer. En fait, tout ce qu'il ne pourra pas récupérer relativement à ta sensibilité à l'insuline, relativement à ton métabolisme, ça sera transformé en sucre, comme disait Nora. Donc en fait, la clé du truc, c'est de réussir à trouver la bonne quantité pour te nourrir ton métabolisme, nourrir tes muscles, qui soit pas trop peu, mais pas trop, parce que si c'est trop, ton adaptation est moins bonne. Tu vois, tes taux sanguins seront moins bons, voilà. Donc, Admettons que j'ai droit à 100 grammes de protéines, ça ne veut pas dire que j'ai droit à 100 grammes de steak, c'est ça? Ah non, c'est vraiment 2 protéines. C'est-à-dire que par viande, il n'y a pas la même quantité de protéines dans chaque viande. Si tu prends du bœuf, c'est à peu près 40%. Donc tes protéines, ça sera que 40% de ton steak. Donc tu auras plus de steak, tu auras plus de 100 grammes de steak dans ta journée. D'accord. Et si c'est du poisson, j'ai droit à plus de poisson. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on peut manger? On parle de gras, de lipides. Qu'est-ce qu'on mange dans une journée cétogène? En fait, on mange plein de choses. On mange beaucoup de choses. Souvent, on nous dit oui, mais il faut se priver de certaines choses. Je crois que toutes les diètes le font. Je pense pas qu'en Occident, on mange beaucoup de gras d'ailleurs. Alors que le gras, il est très bon, c'est un exhausteur de goût. Et donc, c'est surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Ça va être tout ce qui est très glucidique et généralement qui ne se trouve pas dans la nature. Donc le pain, les pâtes, le riz. Le riz, parce que le riz dans la nature on ne mange pas comme ça. La patate, c'est quand même compliqué de la manger comme ça dans la nature. Ça peut être un repère. C'est dans la nature, je ne le trouve pas vraiment. Voilà. Mais dans les faits, on mange des légumes, surtout ceux qui sont verts, surtout les crucifères, surtout les feuilles. On mange des parties grasses de la viande, on mange des abats. Et puis... Alors ça, on peut manger des abats. Ça, c'est la fête. C'est conseillé parce que comme on mange moins de légumes que les autres, il y a certains nutriments qu'il faut vraiment aller chercher. Et en termes de densité nutritionnelle, si vous cherchez un superfood, c'est pas les baies de goji, c'est le foie. Parce que dans le foie, il y a tout. Il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a du sélénium, il y a des vitamines B12. Enfin, il y a vraiment une bombe à nutriments dont nous, on a besoin. Foie de poulet, foie de... Foie de poulet, foie de veau, foie de porc. Ouais. Foie de génisse. Compliqué à trouver aujourd'hui, là, le foie de génisse. Ouais. Non, c'est vrai. Alors là, maintenant, plus personne n'en vend du foie de génisse. Eh ben, sans vouloir... Il y a certaines boucheries... notamment les boucheries halal qui vendent de tout, et notamment les abats, on trouve vraiment de tout. Donc ça, c'est parfait. Oui, il n'y a pas besoin d'être musulman pour aller dans une boucherie halal. Ah bon? Voilà. On va pas vous demander on va pas demander un passeport à l'entrée. Voilà, c'est ouvert. Laura, merci, j'ai eu peur là. C'est ouvert à tout le monde. Non, mais je le précise parce que parfois les gens ont peur au spa en se disant non, moi, c'est ouvert à tout le monde. Et je me dis, je vais avoir l'air idiote. C'est ça, il faut pas parce qu'en l'occurrence, eux vendent vraiment de tout encore. Il y a des abats, il y a encore cette culture d'abats et c'est pas trop cher encore. Hein. Et en plus, sachant que normalement les abats avant c'était ce qu'il y avait de moins cher. Bon, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Eh ben, on mange du gras aussi. On mange du gras. Du gras pur, pas juste des aliments gras, genre des avocats, mais on mange du gras, on mange du beurre, on mange de l'huile, on mange de la ventrèche, on mange du saindoux, on mange des gras. Bon, ça fait pas rêver comme ça, mais il y a des façons de le manger. D'accord.
Par Non, exemple, mais c'est un- c'est- je vous le avez des redis, boissons mais- grasses, par exemple. Moi, je vous ai dit que moi, ça m'avait alerté. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous appelez une boisson grasse? Et ben on prend une boisson chaude, de préférence non excitante, et puis on va C'est-à-dire mettre pas de café, pas de de thé. préférence de pas de caféine, pas de théine, et on va mettre dedans un morceau de beurre ou une cuillère à 2 cuillères d'huile de coco, le gras qu'on aime en fait, du Ouais. beurre de cacao. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce beurre-là parce qu'il a l'odeur un peu du chocolat, et on boit. Mhm. Et ça, c'est combien de fois par jour? La boisson qui fait du bien? C'est en fait c'est en phase d'adaptation. L'un des inconvénients de la phase d'adaptation, c'est qu'on calcule. C'est vrai qu'après on calcule plus. Là on calcule. C'est-à-dire qu'on pèse, on calcule. Ouais, C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc surtout au départ. Après on finit par visualiser, avoir l'œil, mais au départ on pèse. Donc en fonction de ce qui va manquer comme gras dans la journée, on le complète. On peut le compléter par des boissons grasses. Des boissons chaudes grasses, voilà. Donc la quantité, elle va être dépendante de ce qui reste, voilà, c'est ça. Après, quand on est adapté, déjà ça rentre dans nos habitudes. Ça peut être au petit-déj, ça peut être après le déjeuner, ça peut être qu'importe. Ça peut être à la place d'un repas si on n'a pas quoi faire. Si on n'a pas le temps. Ou aussi, nous on s'en sert aussi comme ça. Il y a des fois où dans la journée on a un petit peu une baisse d'énergie pour X ou Y raison. En temps normal, ceux qui ont une diète occidentale vont manger un Mars, enfin je cite une barre chocolatée, un Snickers, allez maintenant du coup je dis une autre marque, ou une barre chocolatée quelconque, parce que en effet ça redonne de l'énergie. Ben là en l'occurrence l'huile de coco par exemple, elle a une structure qui fait que elle donne de l'énergie très rapidement, notamment quand on est en cétose. Donc voilà, c'est au feeling et en fonction des besoins dans la journée. Il n'y a pas de... On parle souvent des sucres cachés. Attention donc à ces sucres cachés. Où est-ce qu'ils sont dissimulés à des endroits où on ne pense pas, par exemple? Parce que vous dites que finalement, le sucre est apporté par les légumes dans votre diète. Donc, à quoi il faut faire attention? Par exemple, des betteraves, on peut ou pas? Eh ben non, ouais, c'est exactement, t'as raison de le souligner, c'est exactement le genre d'exemple. Il y a des Carottes, légumes, betteraves, enfin, je sais pas. c'est ça, ouais, les courges butternut, potimarron, les trucs qu'on mange en ce moment, quoi, d'automne, ils sont trop riches en sucre, en tout cas pour la phase d'adaptation. Pour la phase d'adaptation, c'est ça. Après, c'est possible, mais sur le moment, c'est pas judicieux, quoi. Qu'est-ce que vous mangez, vous, en gros, comme légumes? Moi, j'adore le chou-fleur. Je dis que le chou-fleur dit que c'est le légume royal. Il y a une recette d'ailleurs dans le Ouais. livre. Il y a plusieurs recettes à base de chou-fleur. On fait de la purée de chou-fleur, du riz de chou-fleur, parce qu'en fait, il est faible en oxalate, il contient pas de lectine. Il est bien, enfin, il est bien pour l'intestin. Il contient les pectines qu'il faut, qui vont permettre des détoxifications du foie. Et il est faible en glucides. Et en plus, c'est bon. Et ça absorbe bien le gras, donc il a tout. Non mais une fois adapté, il y a quasiment rien que tu ne puisses pas manger. Après, tout dépendra de la quantité, bien évidemment. Ah, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a passé la phase d'adaptation, En légumes, on peut réintroduire En certains légumes. aliments. Ouais. En légumes, oui. En légumes, en fait, tu les gères. Et c'est notamment ça, quand on disait tout à l'heure qu'on fait des tests, c'est si je mange des carottes cuites, ce qui est, voilà, cuides, eh ben, on fait le test et on se rend compte que ce qui ne passait pas en phase d'adaptation, bon, alors là, c'était Hors de question. repartir à zéro. Là, en quelques heures, le truc est géré. Voilà. Donc, C'est-à-dire qu'on n'était plus en cétose. Repartir de zéro, ça veut dire que c'est ça. voilà, Ça nous faisait le sortir de métabolisme cétose, n'est plus de cétose et ça- donc il faut revenir. C'est ça, ça déréglait tout. Quand tu es adapté, ça ne dérègle pas tout. Après, tout dépend de tes objectifs. Si ton objectif, je sais pas, tu es adapté, mais par exemple, tu veux perdre du poids. Bah, l'objectif, c'est d'avoir le moins possible de montée glycémique. Donc, quand bien même ton corps le gère très très vite, autant ne pas avoir de montée glycémique. Donc, tu vas éviter la carotte cuite. Ça serait ballot. Mais Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un investissement en temps au départ pour Oui. comprendre le principe de la méthode qui peut être important. Oui. C'est un peu nécessaire. Oui. C'est un peu Oui. nécessaire. Ça se bricole pas le truc en fait. non. Et c'est pour ça qu'on a fait le livre en fait. C'est parce qu'il y a des bases et c'est vrai qu'on entend et on voit plein de choses. Et l'une des grosses pertes de temps quand tu te mets en cétose, c'est que tu ne sais plus à quel sein te vouer parce que tu entends tout et son contraire sur les réseaux. Donc nous... Moi, je me suis amusé à regarder sur les sites. C'est vrai qu'il y a tout. Il y a de tout. Et si en plus il y avait, et on t'explique pourquoi il y a. Parce qu'on peut avoir des avis différents des nôtres. Et puis on débat sur l'origine de cette info. Mais là, tu n'as même pas l'origine de l'info. Donc voilà, c'est comme ça, point barre. Et puis il faut t'en contenter. Et c'est une chose et son contraire. Donc nous, on a voulu vraiment l'expliquer dans le livre. Et après, même en ayant ce livre, bien évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque individu est différent.
Et il y en a qui vont manger des cacahuètes et ça leur fait rien. Et puis il y en a d'autres, ils vont manger ces mêmes cacahuètes et ça va leur faire monter la glycémie. Vous avez une base d'aliments que vous appelez les aliments grais ou verts. C'est quoi? C'est les faux amis? C'est les cousins éloignés? C'est justement ceux qui peuvent être problématiques quand ton métabolisme est fragile au début en phase d'adaptation. Alors qu'ils ont l'air d'être compatibles avec le keto. Tu vas les trouver partout, on va dire oui, vas-y, open bar, le fromage. Oui, allez-y, les oléagineux, parce que leurs macros, c'est-à-dire leur répartition lipides, protéines, glucides sont OK. Mais en vérité, ils contiennent des substances qui peuvent être inflammatoires et qui font réagir ton corps. Alors, les macros. Qu'est-ce que vous appelez les macros avec un majuscule? Justement, c'est cette répartition de macronutriments. Donc, c'est en gros la répartition en pourcentage de lipides, protéines et glucides dans ton alimentation. Donc, il faut toujours respecter les macros, c'est ça que ça veut dire? Faut les connaître. Ouais, après, c'est intuitif, mais au début, ça l'est pas. Et au début, tu regardes, tu utilises un peu une appli, tu t'essayes de comprendre. Mais c'est juste pour comprendre, c'est ce qu'on disait, le principe de la diète. Comprendre pourquoi en fait on a besoin de calculer ces macros alors que normalement on ne devrait pas intellectualiser comme ça la nourriture, mais c'est parce qu'on ne sait plus faire, que notre corps il a perdu sa flexibilité et que pour lui c'est dur de revenir en cétose. Qu'est-ce que vous pensez des substituts au sucre, donc les édulcorants, les faux sucrants, stevia et tutti quanti? Alors déjà, au sein de cette grande famille des substituts du sucre, il y en a qui sont plus ou moins problématiques. Tout à fait d'accord. Et ce qu'on en pense d'une manière générale, et pour lequel on a quasiment tous fait l'erreur, c'est que quand on passe en cétose, si on mange assez de gras, le corps n'a pas besoin de sucre. Mais parfois, le cerveau, c'est soi-même, c'est psychologique, on a envie de sucre. Et donc, on va chercher à retrouver sa brioche, à retrouver son cake au chocolat. Et du coup, on va faire des recettes avec ces sucres. Et en fait, pour nous, et pour l'avoir testé, et pour l'avoir vu sur les coachés, c'est là l'erreur. En phase d'adaptation, il faut vraiment se déshabituer, s'enlever le goût. Oui, le goût du sucre. Et surtout qu'on s'est rendu compte sur nous et sur plusieurs personnes qu'en fait, pendant la phase d'adaptation, si elle est faite sans ce goût sucré, les papilles changent. Et que ce qu'on n'aimait pas avant, on va le trouver vachement bon. Et des trucs qu'on aimait avant, on va les trouver vachement écœurants. Donc il faut vraiment faire ce temps de pause avec toutes les frustrations, mais qui sont sur les 3-4 premières semaines. Très honnêtement, moi j'étais une fan de pain. Tous les pains, les galettes, les cheese naan, les kesra, tout ce qui était possible en pain, c'était vraiment... Voilà. Il m'a fallu 3-4 semaines pour pouvoir revenir chez ma grand-mère et sentir la kesra et pas en avoir envie, pour retourner dans une boulangerie. Et dans un cheat meal, on a le droit à la kesra ou pas? Cheat meal, c'est le repas de fête. Ouais, c'est le repas de fête, mais qui n'est pas dans la phase d'adaptation. Je suis pas sûr que ce soit un joli mot d'ailleurs, cheat meal. Je l'ai vu dans votre nom. Mais... Ouais, c'est ce qui est communément appelé. Ouais, c'est le repas où on mange n'importe quoi. Ouais. Mais ça, une fois encore, dans la phase d'adaptation, il n'y en a pas. On ne cheat pas, il n'y en a pas. Et après on peut caisser. Alors non, c'est pour ça que je disais bon. Sur les aliments grais et la farine. Le blé, ça fait pas partie des aliments grais, quoi qu'il arrive. Après, on peut carrément faire une recharge glucidique une fois qu'on est adapté. Ça fait partie de nos tests. Donc la recharge glucidique, c'est justement, je vais remanger du pain. Voilà, je retourne à manger mes trucs que je mangeais avant. Je sors de cétose, j'accepte que je sors de cétose. J'accepte, je vais un peu galérer pour re-rentrer. Mais parce que j'ai envie de faire cet écart, parce que ça me fait plaisir, je le fais. C'est ça, j'ai un anniversaire, je veux manger le gâteau. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une vie sociale quand on est en diète cétogène? Heureusement. Heureusement. Mais Nora, elle vit dehors. Moi, je suis recluse, mais elle vit dehors. Oui, par mon métier, je suis obligée d'avoir... et dans les faits, oui, c'est tout à fait faisable. C'est plus compliqué une fois encore pendant la phase d'adaptation, parce qu'on n'a pas les réflexes, parce qu'elle est plus exigeante, qu'après on est plus flexible quand on est adapté. C'est vrai que sur la phase d'adaptation, au départ, vaut mieux un petit peu se couper de tout. Au moins les premières semaines. Se couper de tout, c'est de rester à la maison un peu, quoi. Ouais, éviter, aller voir les gens, mais éviter que ce soit à l'heure de l'apéro ou pour les dîners, les déjeuners. On peut le faire, mais vaut mieux... On ne maîtrise pas assez le sujet encore pour pouvoir le faire aisément, voilà, et sans conséquence. Après, une fois que c'est fait, bien évidemment qu'on peut. Quelles sont les applications qui peuvent aider ceux qui nous écoutent et qui voudraient passer à la diète cétogène? Est-ce qu'il y en a des bien faites?
Il y a Chronometer. Joanne. Chronometer est pas mal, je trouve, parce qu'à la base, n'est pas encore trop corrompu. Ah, ça m'intéresse. Pardon. Non, Ouais. parce que, en fait, si on prend MyFitnessPal, par exemple, c'est une appli qui a je sais pas combien d'années et les utilisateurs rentrent leurs données. Et au bout d'un moment, en fait, il y a plein d'erreurs. Et quand on prend steak haché, il y a tout et n'importe quoi. Et les quantités de protéines, de glucides sont pas justes. Donc c'est mieux de prendre une appli qui est un peu jeune, parce que comme ça, les utilisateurs n'ont pas eu le temps d'en mettre partout, quoi. Mais après, d'une C'est manière... plus strict. Voilà, mais d'une manière générale, n'importe quelle appli au départ qui va pouvoir nous donner des indications sur les macros et qui nous plaît. Voilà. Quand bien même on n'est pas juste au gramme près, une fois encore, les gens sont pas bêtes, ils s'adaptent, ils ont le glycomètre, ils voient ce qui leur va, ce qui leur va pas. L'essentiel, c'est d'être dans cette démarche et de vouloir comprendre et de se concentrer quelques semaines sur ce qu'on mange et comment on le mange. Une fois que ça s'est fait, qu'on l'a fait sérieusement, après on est libre. Bon, il a combien l'avocat aujourd'hui, le cours de l'avocat? 1,69 à la vie claire. C'est un bon prix, ça. Ouais, ça, c'est un bon prix, ça. Il est bio, hein. Ouais, c'est pas mal. En plus, bio, c'est ça. Pourquoi la diète cétogène a cette réputation, finalement, d'être le régime de l'avocat, alors qu'il n'y en a pas tant que ça dans votre régime? Non, il n'y en a pas tant que ça, mais parce que souvent les gens ne trouvent pas ça intuitif de manger du gras pur, de manger du beurre, de manger des... Donc du coup, ils se disent comment je pourrais avoir du c'est gras. pas intuitif. Voilà. Mais du coup, ils cherchent des aliments qui Ils sont cherchent des aliments gras. très gras. Et en effet, l'avocat en est un. Et puis en plus, il a le potassium et Il a on a du du mal à le potassium. trouver ailleurs. Il a du potassium. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet avec l'avocat. Et que nous, on est preneuse de toute information qui nous permettrait d'avoir un aliment équivalent à l'avocat ou des. Enfin, on reste pas buté sur l'avocat parce qu'on est bien consciente. Pour nous-mêmes, il y a une situation qui est embêtante. Donc. Bien. Contribution, vous pourrez contribuer sous la vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Je rappelle le titre de votre livre que vous remontrez à la caméra, Révolution cétogène, adapter votre métabolisme, changer votre vie, aux éditions Calliope. Merci à toutes les deux d'être venues et vous pouvez réécouter l'émission en podcast si vous le souhaitez. Très belle journée, santé sur Beurre FM.